Vous nous suivez à partir de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, et précisément dans cette émission Écho du Palais. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la détention préventive en République démocratique du Congo. Quelle est son étendue qui y est accordé au secret dû à la phase préjuridictionnelle. Comme vous le savez, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Manu Atibou. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal. Bonjour très chers téléspectateurs et bonjour Maître Crispin. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal et bonjour à nos téléspectateurs. Alors Manu, aujourd'hui, nous recevons qui sur ce plateau? Alors, nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir Maître Crispin Tchoubaka. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mais également Maître Crispin est chercheur en droit. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Maître. Bonjour Madame Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci aussi de m'avoir invité. L'écho du Palais, c'est cette émission qui parle des questions liées au droit, à la procédure, toutes les questions relatives au droit, en tout cas de façon précise. Alors Manu, on commence par quoi aujourd'hui? Alors, je pense que nous allons commencer par chercher à savoir, puisqu'il en est question aujourd'hui, c'est que nous pourrions retenir, ou qu'est-ce que nous pourrions savoir en ce qui concerne la détention préventive, particulièrement en RDC, éventuellement s'il y aurait des similitudes avec d'autres États du monde. Maître Crispin, vous pouvez nous en dire quelque chose? Merci de la parole. J'aimerais d'entrée déjà préciser que la détention en République démocratique du Congo, c'est une exception. On sait que l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006 fixe la liberté comme la règle. Et elle prévoit que toute personne doit bénéficier de sa liberté. La détention ne peut être qu'une exception. Alors, la détention préventive, pour en arriver, il se trouve qu'il y a l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006. Toute personne a droit à vivre en liberté. Et dès lors que sa liberté peut être enfreinte, ça doit respecter la procédure légale. Donc, il y a la loi qui fixe les règles qui doivent être appliquées pour qu'une personne puisse se voir restreinte de sa liberté. Et dans les cas d'espèces en République démocratique du Congo, c'est le décret d'ici août 1959 qui portant code de procédure pénale qui fixe les conditions dans lesquelles une personne peut se voir être restreinte de sa liberté. Quand nous scrutons l'article 27 du code de procédure pénale, la liberté peut être restreinte sous certaines conditions, notamment lorsque la personne qui est poursuivie a une identité douteuse, voulais-je dire, une identité douteuse ou inconnue, mais également lorsqu'il pèse dans son chef des indices sérieux de culpabilité, ou lorsque, pendant que les poursuites sont engagées contre celle-ci, cette personne, voulais-je dire, sa fuite est à craindre. Donc, la personne n'a pas un domicile fixe. Ce sont là les conditions requises par la loi pour qu'une personne se voie être restreinte de sa liberté. Ok, merci Maître Crispin. Alors, puisque vous avez évoqué l'article 27 du Code de procédure pénale, vous avez énuméré les conditions qu'il faut réunir pour qu'une personne soit retenue en détention. Maître Crispin, nous voudrions savoir, je pense, nous voudrions savoir si, en cas de non-respect de cette procédure, est-ce que on peut engager la responsabilité de l'État, puisqu'en réalité, pour suivre la procédure, pour respecter la procédure, il faut que l'État soit les chefs de cette arrestation. Au cas contraire, c'est une arrestation arbitraire. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui assumerait la responsabilité en cas d'arrestation arbitraire? Oui, effectivement,
l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de la police judiciaire près les juridictions et droits communs fixe certaines limites que les officiers de police judiciaire et les magistrats des parquets ne peuvent pas franchir lorsqu'ils veulent arrêter quelqu'un ou détenir quelqu'un. Et certainement, ce n'est pas l'État, parce que quand on parle de l'État, l'État agit à travers ses préposés, en l'occurrence les officiers de police judiciaire et les magistrats des parquets qui peuvent arrêter les personnes poursuivies. Alors, dès lors que les officiers de police judiciaire ou les magistrats des parquets agissent en matière d'arrestation, il y a certaines conditions qu'ils doivent respecter. Et dès lors qu'ils ne respectent pas ces conditions-là, ils tombent sous les coups des infractions d'arrestation arbitraire et détention illégale. Donc là, vous parlez des préposés de l'État. Qui tombent également sous le coup des de ces infractions. Oui, d'arrestation arbitraire et détention illégale. Et qui est censé activer la machine pour justement faire établir cette responsabilité? Est-ce la personne qui est arrêtée ou bien un Congolais, une personne lambda qui se dit, bon tiens, là, il y a eu violation de la loi, il y a eu arrestation arbitraire et il faut activer une action contre le préposé de l'État. Donc, merci. Certainement que c'est d'abord la personne victime de ces infractions elle-même. Et donc, comme pour dire que la personne doit connaître ses droits. Si la personne ne connaît pas ses droits. Effectivement, dès lors que la personne ne connaît pas ses droits, il y a les policiers, les magistrats du parquet ou les officiers de police, les magistrats du parquet ou les officiers du ministère public qui ont pour mission de rechercher les infractions à la loi. Donc, dès lors qu'un officier de police judiciaire se rend coupable de cette infraction, de ces infractions d'arrestation arbitraire ou de détention illégale, s'il s'avérait que la victime de cette infraction est ignorante de la loi, le magistrat du parquet qui a pour mission de rechercher les infractions peut se saisir d'office et arrêter les préposés de l'État qui s'est rendu coupable de ces infractions-là. Mais, Maître Crispin, est-ce qu'il y aurait, pour le cas du magistrat du parquet qui est en train d'agir dans ce sens, c'est-à-dire de s'approprier une action pour faire respecter la loi, est-ce qu'il y aurait pour lui certaines conditions ou une certaine procédure à respecter avant déposer ses actes en tant qu'officier du ministère public? Bon, merci de la question. J'avais fait référence bien avant l'article 27 du Code de procédure pénale où ce n'est pas à tout moment qu'une personne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention. Je disais tantôt que l'article 27 permettait, je puisse lire cette disposition. L'inculpé peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou qu'en outre, les faits paraissent constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en détention préventive lorsque les faits paraissent constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à 6 mois de servitude pénale, mais supérieure à 7 jours. S'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse, ou si, eu égard de circonstances graves, est inconnue, ou si, eu égard de circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. Donc, comme je le disais tantôt, la détention préventive, c'est une mesure exceptionnelle. Comme le prévoit d'ailleurs l'article 28 qui dit que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Parce que vous avez posé la question de savoir s'il y a des conditions qui sont requises pour ce faire. Alors, la loi a répondu à votre question en fixant certaines conditions, à savoir lorsque les conditions de la mise en état de la détention préventive sont réunies, l'officier du ministère public peut, après avoir interrogé l'inculpé, les placer sous mandat d'arrêt provisoire à charge de les faire conduire devant les juges les plus proches compétents pour statuer sur sa détention préventive. Ça, c'est d'abord la première condition. Si les juges se trouvent dans la même localité que l'officier du ministère public, la comparution devant les juges peut avoir lieu au plus tard dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire.
Alors, j'en viens à la question que vous aviez posée. Les magistrats du parquet est censé connaître les délais en lesquels il peut arrêter quelqu'un. Tout à fait. Parce que lorsque l'arrestation a lieu au niveau de la police judiciaire, là nous parlons de la garde à vue, Ok. donc l'officier de la police judiciaire a un délai de 48 heures pour détenir quelqu'un qu'il poursuit ou l'inculper. C'est-à-dire, Ok. lorsqu'on on interpelle quelqu'un à la cité, Ouais. on dit toquer la police. Donc, c'est là qu'on dit qu'on garde la personne en garde à vue pendant 48 heures. Ce n'est pas automatique, madame. Dès lors que la personne est interpellée, elle est acheminée au niveau de la police, elle sera entendue par un OPJ, sur Ok. PV. Et dès lors que l'OPJ va déceler certains faits infractionnels dans son chef, s'il estime qu'il a besoin de suffisamment de temps pour enquêter, il peut placer la personne en détention. Tout comme il peut la libérer. Tout comme il peut la libérer, s'il estime que soit les faits sont civils ou ce sont des faits bénins qui n'appellent pas à une arrestation, il peut libérer la personne à son niveau. Et après les 48 heures? Donc les 48 heures commencent à courir dès lors qu'il se rend compte que les faits sont infractionnels à son sens, parce que certainement que lorsque toute personne est accusée, il jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, Tout à fait. jusqu'à ce que sa culpabilité ait Soit été établie. établie par un Par un jugement jugement définitif. Donc, dès lors que l'OPJ ou l'officier de police judiciaire estime que la personne qui est déférée par devers lui décèle dans son chef certains indices sérieux de culpabilité et il a suffisamment besoin d'enquêter, il peut prendre une mesure de détention. Et c'est ce qu'on va appeler la garde à vue. Donc, cette mesure va commencer à courir au moment où il va informer à cette personne-là que vous êtes en état de détention pour des faits, parce qu'il doit lui dire les faits dont il est reproché. Tout à fait. Alors, Maître Crispin, est-ce que, en parlant de ce délai de 48 heures, comment comptabiliser ces délais? Je donne un exemple. Vous êtes arrêté par un OPJ un samedi. Alors, vous êtes, je pense, alors que l'OPJ, par diligence, devrait vous entendre sur PV. Après vous avoir entendu et vous informe que, messieurs, vous êtes accusé de tel fait infractionnel. Comment comptabilise le 48 heures? Dès le moment où la personne est informée des infractions, des infractions à son chef, ou il faut tenir compte de chaque journée, enfin de chaque heure de la journée, c'est-à-dire que puisque aujourd'hui nous sommes 18 heures, ça compte déjà pour un jour et les jours qui suivent. Et ajouter que le samedi c'est déjà pratiquement un week-end, Voilà. et le dimanche c'est un jour qui n'est pas ouvrable. Voilà. Et donc comment ça se passe? comment on calcule le délai? Bon, déjà, La computation. Certainement, je voulais préciser que il y a une circulaire du procureur général, près la Cour de cassation, qui prohibe aux magistrats de parquet et les officiers de police judiciaire de procéder aux arrestations le week-end. Certainement. Même lorsqu'il y a un fait criant qui est constitutif d'une une infraction. flagrance, par exemple. Donc certainement, c'est seulement en cas de flagrance que l'arrestation peut être ok. opérée dans ces circonstances-là. Et les officiers de police judiciaire sont pour les magistrats ce qui sont les infirmiers pour les médecins. Donc, Tout à fait. les officiers de police judiciaire agissent au nom et pour le compte des magistrats du parquet, compte tenu de la proximité. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo est tellement vaste. Et les magistrats du parquet ne sont pas aussi nombreux pour qu'ils soient présents à tout endroit. Raison pour laquelle ils sont secondés dans certaines mesures par les officiers de police judiciaire. Et l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il arrête, il a pour obligation d'acheminer la personne qu'il a arrêtée auprès du procureur de la République dès qu'il répond. Alors, c'est dans les circonstances exceptionnelles qu'il peut détenir la personne qu'il a arrêtée. Et les délais commencent à courir au moment où il informe les suspects de son état de détention. Ce n'est pas parce que vous avez été interpellé à 8 h du matin, vous êtes arrivé au niveau de la police à 8 h que vous commencez à compter. Parce qu'il y a des enquêtes qui peuvent être diligentées et au bout de 2 heures du temps, 3 heures du temps, on se rend compte que vous ne méritiez pas même d'être acheminé par là. Et on vous relaxe. Mais c'est au moment où, supposons que vous avez été acheminé à la police à 12 heures juste, et après les enquêtes ou l'audition sur PV,
C'est vers 17h où on vous informe de votre détention. Donc, les délais commencent à courir à partir de 17h, dès lors que vous êtes informé que vous êtes en état de détention. Maître, mais est-ce que cette procédure, je vais dire, cette réglementation est-elle vraiment respectée? Parce qu'il y a certains magistrats quand même qui en abusent, qui utilisent justement cette exception-là pour ne pas communiquer le fait au suspect à dessein. Et c'est fait à dessein pour pouvoir traîner les choses en longueur. Est-ce que c'est respecté? Parce que vous êtes habitué des palais. Vous pouvez nous faire une lecture par rapport à ces pratiques qui se font au niveau de différents palais. Est-ce que la procédure en termes de la détention préventive est-elle réellement respectée? Quelle est votre lecture? Bon, certainement, c'est quelque chose de déplorable parce que vous savez que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la population qui est au courant de cet état des choses. Certainement qu'il serait mieux que la loi soit d'abord vulgarisée. Parce qu'il est aussi des droits pour toute personne interpellée de se faire assister par un conseil de son choix. Okay. Parce qu'une personne, dès lors qu'elle est interpellée, elle a droit de garder silence. Parce que c'est parmi les droits de la défense. Parce que dès lors que vous êtes interpellé, vous avez aussi droit de vous défendre, raison pour laquelle vous êtes entendu. Alors, certainement que dans la pratique judiciaire, il y a certains magistrats qui se livrent à ce genre de pratiques. Mais ce n'est pas aussi appréciable ou ce n'est pas quelque chose que nous devons encourager. Raison pour laquelle nous pouvons suggérer à la population congolaise de se cultiver du jour le jour, certainement. D'accord. Alors, Maître Crispin, est-ce que la détention préventive, est-ce une procédure qui doit être publique ou finalement il faut que cela se passe dans le secret? Puisque aujourd'hui, nous le constatons, c'est arrivé le soir, c'est tout le monde qui se met devant son écran pour suivre les gens qu'on traîne devant la télé pour dire que tel a fait ceci, tel a fait cela. Et déjà, on condamne déjà la personne sans aucun jugement. Sans aucun jugement. Il y a des gens, et nous le voyons, même qu'il y a des OPJ qui se permettent aujourd'hui de filmer pour diffuser des images des personnes en disant que tel est voleur, tel est ceci, cela. Est-ce que ça ne violerait pas finalement, si est-il que la procédure doit être secrète? Est-ce que ça ne viole pas le secret de cette phase préjuridictionnelle? Bon, certainement que l'instruction en droit positif congolais est secrète, inquisitoriale est secrète. C'est-à-dire que à partir du moment où une personne fait objet d'une arrestation, jusqu'au moment où sa cause sera fixée devant une juridiction de jugement, une juridiction, c'est-à-dire devant la cour ou devant le tribunal selon les cas, cette phase-là, elle est secrète. C'est ce que ça ressort d'ailleurs de l'article 32 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. L'article 32 de cette ordonnance veut à ce que la procédure de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle soit secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du Code pénal. Alors, l'article 73 du Code pénal prohibe la divulgation du secret professionnel. Okay. Alors, toutefois, le procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige, ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser par une décision motivée la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique les modes de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée. Déjà, vous voyez que le principe est tel que la procédure, la phase d'instruction, qu'elle soit menée au niveau de la police judiciaire ou au niveau du parquet, elle est secrète par principe. Mais l'exception est fixée à l'alinéa que je viens de lire tantôt, où le procureur de la République lui-même peut fixer dans quelle mesure cette
ces secrets professionnels peut être bon, je peux dire violent entre guillemets, sous certaines conditions, par voie d'une décision motivée. Tout à fait. Ben, quels sont les bienfaits ou quels sont les avantages de garder secret, je vais dire, et permettez-moi la tautologie, de garder secret le secret professionnel. D'autant plus que lorsqu'on est en cette phase-là, on peut toutefois communiquer, aussi informer aux autres. Quels en sont les avantages de pouvoir garder cela secret? Bon, les secrets professionnels, bon, parce que ici, lorsqu'on est en phase d'instruction, il y a certaines catégories de personnes qui interviennent. Ce n'est pas tout le monde. Certainement, on est en face de l'inculpé et de la victime. Mais la procédure est menée devant les parquets ou devant la police judiciaire. Les personnes qui interviennent, principalement, c'est l'officier du ministère public ou le procureur de la République en l'occurrence, qui, avant de commencer à exercer sa profession, il prête serment. Et il agit sous serment, donc il y a certains secrets qu'il ne peut pas divulguer parce qu'il est dépositaire des secrets par profession. Il en est de même pour les officiers de police judiciaire, mais également les avocats qui interviennent pour assister leurs clients pendant cette phase ici, et aussi sont tenus de par leur serment au secret professionnel. De ne même pas communiquer à leurs clients? Certainement, parce que la personne qui est poursuivie jouit encore de la présomption d'innocence. Mais comment l'avocat n'est pas échanger avec son client sur toute la vérité possible, parce que le client doit lui fournir assez d'éléments pour que ce dernier puisse le défendre comme il se doit? Non, j'aimerais apporter une précision. L'avocat doit communiquer avec il doit communiquer sur avec les son éléments client, du dossier. sur les éléments du dossier. Justement. Mais les secrets dont fait référence cette disposition, c'est que l'enquête ou l'instruction ne peut pas faire objet d'une publicité. Donc les secrets restent entre la personne poursuivie et son avocat, mais également avec les personnes qui sont en train de l'entendre, en l'occurrence l'officier de la police judiciaire ou les magistrats du parquet. Raison pour laquelle il y a cette possibilité pour les procureurs de la République de faire état de cette procédure à travers les médias dans les conditions bien précises. Donc finalement, il s'est de conclure que tout ce que nous constatons aujourd'hui fait partie effectivement des abus que l'on peut citer parmi les violations du secret de la procédure, puisque aujourd'hui, c'est connu de tous qu'arrivé le soir, nous sommes tous devant nos écrans de devant télévision certains médias, par pour exemple, attendre devant certaines les visages chaînes de ceux qui sont présumés voleurs, mais qu'on qualifie on les présente finalement déjà comme ayant déjà été condamnés. Alors, Maître Crispin, je pense que vous avez, comme tous, suivi les interventions toutes récentes d'un détenu arrivé de la Tanzanie qui finalement a été en phase préjuridictionnelle, mais dont nous avons suivi la diffusion des interventions, la diffusion de l'interview à travers les médias sociaux. Quelle lecture vous en faites? Bon, merci. Pour ne pas le nommer, il s'agit justement de ce monsieur qu'on appelle monsieur Eric Nkouba, chez Bandou, un conseiller de monsieur Nanga. Nanga, comme vous le savez, tout le monde le sait, il s'est rallié aux forces négatives qui combattent la République démocratique du Congo, et son conseiller justement a été intercepté en Tanzanie, et les deux États ont collaboré. Il a été extradé vers la RDC et puis présenté devant les services compétents, et nous avons vu à travers les médias que son audition a été rendue publique. Et plus d'une personne n'a pas eu à admettre cela, pensant que ce serait une violation au secret de l'instruction préjuridictionnelle. Donc, je ne sais pas, c'est comme ça que nous avons voulu également vous poser en tant que praticien, quelle a été votre lecture par rapport à cela? Bon, certainement, je vous ai lu tantôt ici l'alinéa D de l'article 32 de l'ordonnance qui permet à ce que dans une certaine mesure, s'il y a,
je m'excuse, je vais lire d'abord cet alinéa pour je vais donner ma position. Vous l'avez déjà lu, Non, vous non, l'avez déjà lu, on est en train d'étendre à la fin. Alors, ce qu'il faudra, ça fait partie de l'exception. Mais également, effectivement, ce qu'il faudra rechercher, ce n'est pas de s'agiter, de dire qu'il y a violation des secrets professionnels. Qui c'est d'entre nous qui avait une ordonnance qui avait autorisé que cela soit fait? Et surtout que la loi prévoit que si, pour des raisons que le ministère public trouve impérieuses, il peut autoriser à ce que soient diffusées certaines réalités de l'enquête qu'il est en train de mener. Et dans un média qu'il a choisi, je pense que la diffusion n'a pas été faite dans tous les médias. Certainement qu'il doit y avoir une décision qui a permis à ce que ce média-là puisse publier cette information-là. À mon humble avis, je pense qu'il doit y avoir une décision motivée d'ailleurs qui avait poussé le ministère public à permettre à ces médias-là de rendre publiques les auditions de cet inculpé. Donc, comme pour faire taire tout ce qu'il y a eu comme tollé sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas eu violation du il y a secret, eu respect des la normes. procédure. La procédure a été respectée. Effectivement, parce qu'il fallait qu'on puisse mettre l'opinion publique au parfum de ce qui se passe. Certainement, c'était pour des raisons de calmer les esprits. Et je pense que ça a été fait dans les respects stricts de la loi. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci, Maître Crispin. Alors, on est en train de chuter, on est en train vraiment de chuter. Vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes habitué des palais. Vous nous avez peint votre lecture sur l'appareil judiciaire ou sur le fonctionnement de notre appareil judiciaire. S'il vous avait été demandé de pouvoir donner un conseil par rapport aux abus que vous avez constatés parce que vous êtes habitué des palais, si vous avez été demandé de pouvoir donner des conseils aux auxiliaires de la justice, qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, merci. Il faudra que je puisse donner un conseil. Le premier est destiné d'abord à la population congolaise, aux citoyens. La première des choses, c'est qu'il serait intéressant que les citoyens puissent s'informer sur les différentes lois qui régissent notre société. Parce que dès lors qu'une loi est publiée au journal officiel, il est des principes que nul n'est censé ignorer la loi. Elle s'impose à tous. Elle s'impose au respect à tous. Mais également, je sollicite votre indulgence parce que j'ai failli ne pas évoquer une question, toujours dans le cadre de la détention préventive. Allez-y. Parce que dès lors qu'une personne est détenue préventivement, il est placé dans une institution qu'on appelle maison d'arrêt. Mais c'est déplorable qu'à Kinshasa, aujourd'hui, nous n'en avons pas une. Donc, la prison centrale de Makala sert à la fois des maisons d'arrêt et des prisons. Donc, il y a une différence entre maison d'arrêt et prison. Effectivement. Elle réside à quel niveau? La maison d'arrêt ne reçoit que les personnes qui sont détenues préventivement. La prison, au contraire, reçoit les personnes qui sont déjà condamnées définitivement. Mais malheureusement, à Kinshasa, nous n'avons pas de maison d'arrêt. Il y a aussi l'intervention du juge du tribunal de dépôt, du tribunal de grande instance qui intervient parce que dès lors que la détention préventive est décidée, elle est de 15 jours. Elle peut être prorogée sur décision du juge de paix. Et pendant ce temps, les 15 jours, le monsieur, ou soit l'inculpé, est censé rester où? Dans la maison d'arrêt? Dans la maison d'arrêt. Et comme ici, nous n'en avons pas, la personne reste à la prison centrale de Makala dans la pratique à Kinshasa. Ah, c'est comme ça qu'on voit après un certain nombre de jours, on voit le véhicule là venir récupérer, faire un peu le ramassage ceux qui sont en détention, qui sont détenus ça et là. Et d'ailleurs, c'est, je pense, pour cette raison que l'on n'arrête pas de raboter, d'enjoliver nos prisons, les cellules et tout ça. Et nous remercions pour ça les administrateurs de la prison centrale. D'accord, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, cerise sur le gâteau, il y a dernièrement le procureur général près la Cour de cassation qui s'est rendu à la prison centrale de Makala pour s'enquérir de la situation des Mais c'était détenus quand même préventifs. chaotique. Certainement qu'ils sont nombreux. Ça relève du fait qu'il n'y a pas de maison d'arrêt. Ils sont confondus avec les condamnés. Et il a Mais c'est pas... libéré certains d'entre eux qui étaient en détention irrégulière parce qu'il y a tout un délai.
fixé par la loi, comme je viens de le dire. Mais est-ce que ceci explique cela? Puisqu'il n'y a pas de maison d'arrêt, on doit entasser une personne qui n'a pas été jugée et cette personne doit rester à la prison de Makala, par exemple, pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas une excuse, maître, ce n'est pas une excuse. Comment une personne qui n'a pas été condamnée, qui ne connaît pas son sort, et bon, puisqu'il n'y a pas une maison d'arrêt, on doit la détenir à la prison de Makala pendant 10 ans. Mais ça, c'est une entorse à la loi, c'est grave. Non, ce sont des cas qu'il faut suivre de près, parce qu'il y a aussi certains détenus qui font du chantage. Parce que j'avais appris qu'il y a l'un des détenus qui aurait dit qu'il avait passé 20 ans. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu toujours des chantages, maître. Non, certainement dans la pratique. Nous côtoyons également aussi la prison. Dans la pratique, il faudrait assez que, même s'ils sont placés momentanément au sein de la prison, qu'ils soient quand même séparés, que les détenus préventifs soient placés dans des locaux différents de ceux des condamnés. Parce que bon, nous savons que l'État pourra quand même trouver une solution à ces cas-là en construisant une maison d'arrêt. Merci beaucoup Manu. On est pratiquement à la fin. Tu as quelque chose à ajouter? Alors, je remercie Maître Crispin pour la disponibilité. Je remercie nos très chers téléspectateurs. Et je pense que la matière est assez grande. Ceci ne serait pas la seule et la dernière fois où nous aborderons les détentions préventives en RDC. Et nous remercions également la participation de Madame Chantal. Merci Manu. merci à Maître Crispin. Merci pour cet enseignement. En tout cas, on est retourné à l'école pour apprendre les b.a.-ba. C'est vrai que tout le monde doit connaître les basiques. Parce que justement, on se retrouve aussi dans ces conditions-là parce que nous ne maîtrisons pas les règles élémentaires. Tout à fait. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait la fièvre. Il doit savoir quand je fais la fièvre, je dois prendre du paracétamol. Ça peut calmer en attendant que je voie le médecin. Et c'est d'ailleurs, j'ajoute que c'est d'ailleurs le bien fondé de l'article 62 qui nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, voilà, de la Constitution du 10 février 2006. Donc ce n'est pas une excuse, mesdames et messieurs. Pensez au moins à approcher les textes, pensez au moins à approcher les juristes, pensez au moins à avoir un avocat dans sa vie, avoir un médecin, avoir un pasteur, mais pourquoi pas aussi avoir un avocat conseil qui puisse vous assister pour que vous ne puissiez pas tomber dans le coup, sous le coup de violation des règles de procédure. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à partir de la chaîne Congo 26, la chaîne de l'unité nationale à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, mais également sur Canal+, fréquence 366. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous allons vous retrouver très prochainement avec certainement un autre numéro. Au revoir.